La terraformation est avant tout un terme originaire de la science-fiction. Ainsi, cette dernière peut parfois donner des idées aux scientifiques. On peut voir en Mars et Vénus les principales candidates à la terraformation, mais aussi en Europe et Titan, les satellites respectifs de Jupiter et Saturne. Mais alors, serait-il vraiment possible de terraformer puis de coloniser certains astres de notre système solaire ? Il ne faut pas oublier également que le premier corps céleste qui a intéressé les scientifiques, comme Carl Sagan, un Américain, en vue d'une terraformation, est la planète Vénus, grâce à des algues injectées dans l'atmosphère. Nous verrons, dans un premier temps, à travers une vidéo technique détaillée, la définition de la terraformation, puis nous expliquerons le projet de colonisation de Mars avant de nous intéresser à celui de Vénus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très sensible. La terraformation. Et oui, c'est écrit sur la pancarte. La terraformation, qu'est-ce que c'est? Mais Elsa Jou, qu'est-ce que c'est que la terraformation? Alors tout d'abord, la terraformation, ça a été étudié par les chercheurs de la NASA qui pensent qu'il est possible de transformer un astre, pour le moment sans vie, en un monde où l'humanité pourrait prospérer. Ah oui, je sais, mais tu savais que cette idée venait de la science-fiction? De la science-fiction. Et oui, comme quoi, l'imaginaire donne parfois de bonnes idées aux scientifiques. Ouais, enfin, on est loin quand même du vaisseau de Star Trek, je pense. Mais c'est une solution D'accord. à bien des problèmes. Alors, la terraformation, bien sûr, consiste à réunir les conditions de vie de la Terre sur d'autres planètes. Par exemple, avec la création ou la modification d'une atmosphère. Nous verrons ça avec Vénus et Mars. Et du coup, la terraformation de Mars est devenue un sujet très sensible et vraiment très intéressant aux yeux de nombreux chercheurs. Mais pourquoi est-il plus connu que Vénus, qui était pourtant le premier candidat? Je suppose que c'est parce que c'est le meilleur candidat qu'il puisse être, étant donné Mars qu'il est plus proche. peut avoir des conditions de vie davantage propices à la création de la vie, j'imagine. C'est vrai que c'est étonnant. Dans tous les cas, l'étoile polaire reste vraiment un sujet qui intéresse les scientifiques, malgré le fait que Mars reste la planète que nous voulons terraformer. Et oui. Et en plus, tu savais que la pollution de l'air épaississait l'atmosphère? Ah, comme quoi Ça elle tombe n'a bien. pas que des mauvais côtés au final. Ça tombe bien, nous sommes des experts en pollution, nous les humains. Parmi tous les inconvénients que compte le projet de terraformation sur Mars, le plus important est celui de sa température en surface. En effet, celle-ci est très variable, entre un minimum d'environ moins 140 degrés Celsius la nuit et un maximum diurne de 0 degrés l'hiver et 20 degrés l'été. Autant dire que ça caille vraiment là-bas. Cependant, ce ne sont pas les seuls problèmes de Mars, car la planète rouge est plus hostile qu'il n'y paraît. Son atmosphère est très ténue, avec une pression inférieure à 1% de la valeur terrestre. L'atmosphère est constituée de gaz carbonique à plus de 95%, d'un peu d'azote, d'argon, d'oxygène et de traces d'autres gaz. Il y a également un peu de vapeur d'eau, en quantité suffisante pour donner naissance à des nuages de glace ou du brouillard. Mais, saviez-vous que l'atmosphère de Mars est parfois animée de fortes tempêtes qui englobent toute la planète et peuvent durer plusieurs mois. Les sondes ont révélé une surface fascinante et riche en formations. Volcans éteints, cratères, canyons et lits de rivières asséchés. Ces diverses formations ne sont pas réparties uniformément sur la planète, mais plutôt regroupées dans un hémisphère donné. L'hémisphère nord de Mars est dominé par des formations d'origine volcanique. On y trouve des volcans dont la hauteur dépasse 20 km. L'hémisphère sud est très différent.
dominée par des cratères d'impact vieux de plusieurs milliards d'années. Cependant, l'une des formations les plus remarquables de la surface martienne se trouve près de l'équateur. Il s'agit d'un gigantesque canyon baptisé Valles Marineris, en l'honneur de la sonde Mariner, qui s'étend sur plus de 3000 km avec une profondeur qui peut atteindre 8 km. Le dernier type de structure mis en évidence sur Mars, en particulier dans le voisinage de Valles Marineris, est constitué de petites vallées qui présentent de nombreux méandres et ressemblent à des lits de rivières asséchées, ce qui laisse penser que de l'eau liquide en grande quantité a dû couler sur la surface de Mars par le passé. Bien évidemment, comme toute chose, ce projet a des limites. Celles-ci sont nombreuses et nous n'avons pas encore les moyens de les surmonter. Les premières limites de ce projet relèvent de la technologie, car celles que nous possédons actuellement ne sont pas assez développées pour mener à bien ces opérations. La seconde limite est la masse de la planète Mars. En effet, Mars est une planète beaucoup plus petite que la Terre et possède donc une masse inférieure à celle-ci. De ce fait, son attraction gravitationnelle est plus faible aussi. Si les gaz qui sont censés recréer l'atmosphère ne peuvent pas constituer l'atmosphère martienne du fait de la pression atmosphérique qui est trop faible, alors il est impossible de penser aux étapes suivantes de la terraformation. L'autre limite est que Mars ne possède plus de champ magnétique depuis le deuxième bombardement de comètes. Cette absence fait qu'à contrario de la Terre, Mars n'a aucune protection contre les rayonnements et vents solaires, et l'homme y serait irradié. Enfin, le dernier gros problème relève de l'éthique. En effet, terraformer Mars, même dans la supposition que cela soit faisable, incite un certain débat. On peut amener à penser que terraformer Mars signifie que l'homme irait sur Mars, autrement dit, modifier totalement la biologie martienne. Même parmi le rang des scientifiques, il y a des chercheurs qui trouvent cette idée totalement absurde et impensable. Nous pouvons également trouver plusieurs points de vue différents, et ceux-ci peuvent aller bien loin. Par exemple, changer l'homme pour vivre dans d'autres conditions plutôt que de modifier les conditions d'une planète. C'est le transhumanisme. Ou encore, selon un instructeur d'astronomie, terraformer Mars serait le rêve d'une planète Mars vivable, mais poignardée sur l'autel de la mégalomanie humaine la plus grossière et inconsidérée. En outre, la terraformation de Mars n'est pas pour aujourd'hui, car celle-ci se heurte à bon nombre d'obstacles. Cependant, nous savons que notre monde est en constante évolution, et ce projet pourrait aboutir dans le futur. Ou tout simplement ne jamais voir le jour. Mais ce qui est sûr, c'est que l'homme n'arrêtera jamais sa quête de savoir et d'évolution. Alors tout d'abord, Vénus est avant tout la deuxième planète du système solaire, une planète rocheuse située à 10 millions de kilomètres de son étoile, qui est positionnée entre la planète Mercure et notre Terre. Elle a une taille d'ailleurs et une masse semblable à celle de la Terre, avec un diamètre d'environ 12 100 km, tandis que celui de la Terre, si mes souvenirs sont justes, serait de l'ordre des 12 700, 12 750. Alors, sa température actuelle, à sa surface, est vraiment très élevée, de l'ordre de sous 460 degrés Celsius, ce qui, bien sûr, est beaucoup trop chaud pour nous, pauvres humains que nous sommes. Alors, à quoi serait due cette température ? Eh bien, tout d'abord, à deux facteurs principaux. Un ensoleillement fort, dû à sa position par rapport au Soleil, et surtout à une atmosphère qui est 90 fois plus dense que celle de la Terre. Rendez-vous compte de la pression engendrée sur cette planète, et forcément une forte pression engendre une forte température. C'est cette atmosphère qui fait que, par exemple, Vénus a une température largement supérieure à celle de Mercure, pourtant beaucoup plus proche du Soleil, mais qui n'a pas d'atmosphère. Il y a une autre chose, c'est que le cycle jour-nuit sur Vénus est incroyablement long. Un jour là-bas, imaginez, correspondrait à environ 116-117 jours terrestres. Autant vous le dire tout de suite, c'est vraiment très long. Alors forcément, le défi majeur des astrophysiciens concernant la terraformation et la colonisation de Vénus
est de réduire cette atmosphère vénusienne. Quels sont les projets des scientifiques? Eh bien, pour réduire cette atmosphère, afin d'éliminer la forte pression atmosphérique, plusieurs solutions théoriques ont été proposées par les scientifiques. La première, c'est de bombarder la planète de météorites afin d'éjecter une partie du dioxyde de carbone. Le problème avec cette méthode, c'est qu'une météorite de diamètre, on va dire environ 700 km, par exemple, tombant à une vitesse de 20 km/h, de 20 km à la seconde, expulsera seulement 1/1000 de l'atmosphère. Rendez-vous compte qu'il faudrait trouver de nombreux corps célestes d'au moins cette taille. La seconde méthode serait d'éclipser le rayonnement solaire à l'aide d'un grand bouclier spatial. On refroidirait alors la planète afin de liquéfier et solidifier le dioxyde de carbone, ou du moins une partie. On pourrait dans le même temps aussi injecter un grand nombre de cyanobactéries afin de pomper le dioxyde de carbone et de le transformer en dioxygène, le gaz essentiel à la vie. Enfin, la dernière méthode, je dirais, d'actualité, est le bombardement de dihydrogène. Alors la réaction de Bosch, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais elle consiste à partir du dioxyde de carbone et du dihydrogène à l'état gazeux pour produire du carbone sous forme graphite et, surtout, le plus important, essentiel à l'hébergement de la vie sur une planète, de l'eau liquide. Alors, cependant, même après avoir déplacé le surplus de dioxyde de carbone, il reste le problème du fort ensoleillement. Afin de le réduire, on pense qu'il est possible de mettre un bouclier spatial entre la planète et le Soleil. La construction d'un bouclier solaire suffisamment grand est une tâche difficile, car sa taille devra être au moins d'environ 4 fois le diamètre de Vénus. N'oubliez pas que Vénus est une planète, semblable à la Terre au niveau de son diamètre, de sa taille, de sa masse. Évidemment, le bouclier devra être réellement immense. On pourrait aussi installer des boucliers atmosphériques ou de surface, ou encore des réflecteurs posés à la surface qui pourraient rafraîchir l'atmosphère. Dans la haute atmosphère, des ballons réflecteurs pourraient être créés et créer eux-mêmes de l'ombre. Mais forcément, vu la taille de la planète à nouveau, il en faudrait beaucoup. Le troisième problème à régler est la vitesse de rotation très lente de Vénus. Cependant, ce problème est lié en partie au deuxième. La lenteur de la rotation est due aux effets des marées solaires sur l'épaisse atmosphère. C'est toujours ainsi, tout est toujours lié. Pour que la terraformation soit entièrement achevée, il faudra qu'il y ait suffisamment d'eau, de dioxygène et d'ozone contre les rayonnements ultraviolets et que le cycle de l'eau soit activé, c'est-à-dire qu'il y aura de l'hydrosphère. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Alors terraformer Vénus semble beaucoup plus difficile que terraformer Mars. Mais l'étoile du Berger possède des caractéristiques qui sont semblables et communes à la Terre, comme sa gravité et sa taille. Autrement dit, une personne née sur Vénus ne devrait pas avoir de grands problèmes à s'adapter à l'environnement terrestre et inversement. Ce projet, pour l'adapter à nos besoins, que nous avons développés un peu plus tôt, est sujet à débat quant à sa faisabilité. Cependant, même s'il n'est pas prévu pour demain, il n'en reste pas moins un projet fort auquel il faut penser.